Bonjour, je m'appelle Paul, je travaille chez Equi Africa. J'ai l'honneur de vous accueillir à ce nouveau webinaire sur les systèmes alimentaires en Afrique. De votre participation. Pour écouter notre webinaire en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. Before we begin, I would just like to remind you of Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les protocoles de ce webinaire. Nous serons enregistrés, par conséquent, vous consentez en participant à être enregistré. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser la fonction « Levez la main » dans Zoom et veuillez à ce moment-là allumer votre micro et la vidéo. Nous aurons également des discussions dans l'espace de discussion. N'hésitez pas à poser vos questions ou faire des commentaires. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez faire remonter ce qui vous aura paru intéressant dans les présentations. Et à la fin de cette session, eh bien, les orateurs pourront prendre la parole afin de répondre aux commentaires ou aux questions. Donc, je crois que c'est particulièrement pertinent puisque… Revenez à la diapo précédente, s'il vous plaît, puisque nous allons nous concentrer sur la nutrition. Et je crois que nous avons des gens qui aiment particulièrement les légumes, les fruits. Je vois qu'il y a également citrouille, la banane, le foufou, les pâtes, le curry à la manga, les lasagnes, la pastèque, entre autres. Donc voilà, on a des amateurs de différents aliments. Nous avons beaucoup de gens du Cap, Pretoria également, le Osaka, Yaoundé, Abidjan, N'Djamena, Dakar, etc. Merci beaucoup. Nous aimerions que vous présentiez dans l'espace de discussion afin que nos collègues aient une idée des différents rôles et postes que vous occupez. Donc, ce webinaire fait partie de l'African City Food Month. Nous avons des gens qui ont déjà participé à des webinaires précédents. Ce sont des webinaires qui se déroulent tout le mois de juillet sur différents thèmes. Le thème cette semaine est le suivant, nourrir nos villes. Je vous demanderai donc de partager vos expériences, vos actions et vos initiatives dans vos villes. N'hésitez pas également à utiliser le hashtag African City Food Month. Par ailleurs, nous aimerions attirer votre attention sur nos partenaires incroyables dans le cadre de l'African City Food Month, puisque c'est organisé par Equi Africa, la FAO et RUAF, mais également grâce au soutien de WWF, African Center for Cities Ricolto, Milan Urban Food Policy Pact, la fondation Ellen MacArthur, entre autres. Diapo suivante. Alors, pourquoi est-il important de discuter de la nutrition ? En particulier, dans le cadre de ces webinaires à l'heure actuelle, il y a une transition alimentaire en Afrique, puisque nous passons de régime alimentaire basé sur des fibres et des céréales à un régime plus lourd en sucre, ce qui engendre notamment de l'obésité, de la sous-alimentation, de la suralimentation et de l'émaciation et des déficiences alimentaires. Nous avons parlé de l'émaciation et nous allons en parler en tant qu'un vrai facteur différenciant des différentes générations. Nous devons prendre en compte l'alimentation dès le début de la vie pour aider les prochaines générations à participer aux économies de nos pays et à la société dans laquelle ils vivent. Donc, la nutrition est essentielle, il faut y réfléchir. J'aimerais par ailleurs vous dire que nous n'allons pas avoir de vraies conversations sur la nutrition technique, à savoir comment le corps fonctionne et assimile l'alimentation, mais plutôt nous allons nous pencher sur la manière dont nous pouvons améliorer la gouvernance alimentaire des villes, des régions, avec les différents acteurs afin d'améliorer la nutrition pour toutes et tous.
Nous avons avec nous des orateurs formidables qui vont nous permettre de nous donner des pistes de réflexion, notamment Gareth Haysom, qui est chercheur pour African Center Facilities à l'Université du Cap. Nous avons également avec nous Merci Chikoko, responsable de la nutrition du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique australe. Et Merci va notamment aborder les lignes directrices en matière de régime alimentaire dans les villes. Ensuite, il y aura une présentation conjointe de Joyce Kinobo et Stella Kimambo de Dar es Salaam. Elles vont parler du Food Agenda et comment il est mis en œuvre à Dar es Salaam et comment les programmes alimentaires peuvent améliorer la nutrition de manière générale. Enfin, nous allons avoir une présentation faite par Paul Opio, chercheur à la plateforme d'interaction locale de Kisumu. À nouveau, il va aborder la sécurité alimentaire à Kisumu. Sans plus attendre, je crois que nous allons pouvoir commencer. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, nous allons donner la parole à Gareth Haysom, chercheur au African Center Facilities, Université du Cap. N'hésitez pas, Gareth, à partager votre vidéo avec nous. Merci et bonjour à toutes et à tous. Ryan, est-ce que vous pourriez passer à la diapo suivante? Bonjour. Donc, je vais parler des croisements entre les aspects nutritionnels, les résultats en matière de nutrition et les systèmes urbains et comment nous gérons la transition alimentaire en Afrique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais parler de la nutrition, mais surtout de la sécurité alimentaire et la sécurité ou l'insécurité alimentaire en Afrique. Donc, voilà, c'est un graphique qui a été créé par la FAO et nous nous concentrons sur notamment deux aspects, la durabilité, donc planification et de la sécurité alimentaire à long terme. Et ça, c'est un aspect nouveau et c'est aujourd'hui ce sur quoi je vais me concentrer. Et ce n'est pas une question de disponibilité, mais plutôt d'accès. Et la manière dont les agences peuvent aider les différentes populations à accéder à la nourriture. Je vais parler de 3 villes particulières, 3 villes secondaires et 3 villes principales d'ailleurs. J'aimerais parler de 2 aspects d'une enquête, d'une étude que nous avons diligentée dans ces différentes villes, notamment l'aspect nutritionnel au sein des foyers et également je vais parler d'un indicateur de pauvreté multidimensionnelle. Et à nouveau, la sous-alimentation et la suralimentation dans les villes sont des défis de plus en plus prégnants. Et à vrai dire, il y a certaines politiques et documents qui disent que la nutrition est liée également à l'éducation, à l'exercice physique et qu'il faut s'appuyer sur cela afin d'engendrer une bonne transition alimentaire dans les villes. Et il faut vraiment donc comprendre comment ces différents aspects interagissent et s'articulent. Donc, voilà les villes principales dans lesquelles nous avons diligenté notre étude, Nairobi, Maputo et le Cap. Et comme vous le voyez, on a entre 50 et 60%, donc environ la moitié de la population se disait en situation de sécurité alimentaire. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une grande partie de la population qui n'avait pas accès à une nourriture
satisfaisante. Donc, je crois que la COVID a encore plus empiré la faim et le mauvais accès à l'alimentation. Alors, je vais maintenant me concentrer particulièrement sur cette diapositive. Nous avons posé la question suivante. À quelle fréquence, au cours de l'année précédente, avez-vous été dans les situations suivantes? Donc, pas assez de nourriture, pas assez d'eau potable, pas assez de traitement médical, etc. Donc, en blanc, jamais, en noir, une fois ou deux, en gris, à de nombreuses reprises. Donc, vous voyez là dans les différentes villes, par exemple, là pour l'eau potable, l'électricité également, ça faisait l'objet d'une question. Et c'est simplement pour vous montrer que pour le Cap, les questions sur l'eau potable et l'électricité, le Cap a été particulièrement touché, notamment parce qu'il y a eu des inondations. Donc, il y a des stratégies à mettre en place afin des stratégies alimentaires. Il faut des aliments qui soient faciles à cuisiner et avec les carburants, les combustibles de cuisine les plus disponibles. Diapositive suivante. Donc, pour revenir au Cap, j'aimerais souligner certains aspects avec différents pourcentages. Donc là, on voit des foyers par les catégories de population en fonction de leurs revenus et on voit à quel point l'insécurité alimentaire est beaucoup plus prononcée chez les populations les moins riches. Par ailleurs, les scores de l'HDDS, on voit que 6 est un indicateur qui indique la sous-nutrition. Et là, on voit quand même qu'on est entre 6 ou moins, qui indique qu'on a quand même une grosse portion de la population, notamment les plus vulnérables et les plus pauvres, qui sont en situation de sous-alimentation. Et la plupart des gens que nous avons interrogés ont dit que pendant les 6 mois précédents, cette étude, eh bien, ils avaient été en situation de se demander s'ils allaient effectivement avoir accès à de la nourriture. Donc, souvent, à des moments assez importants, il y a des périodes qui vont générer une insécurité alimentaire, notamment après les vacances, etc. La sécurité alimentaire est un sujet qui inquiète les populations. Voilà le travail que nous avons fait dans les villes secondaires, donc Airport, Kitwe et Kisumu. Vous voyez que nous nous concentrons sur l'accès à la nourriture et vous voyez que le HFIAS sur 27, on est à 12 pour Airport, 13 pour Kitwe, 7,64 pour Kisumu. Prochaine diapositive. Donc, l'index de pauvreté ressentie. Donc là, nous avons posé des questions. À quelle fréquence avez-vous dû faire sans telle ou telle chose? Et vous voyez tous ces indicateurs. Pour toutes les villes, on a quand même des gens qui ont manqué de certains éléments ou d'infrastructures clés dont ils auraient eu besoin pour cuisiner, donc des carburants, des combustibles de cuisine, des appareils nécessaires tout simplement pour cuisiner de la nourriture nutritive. Donc, il y a certains aliments qui font partie d'un régime alimentaire traditionnel et on les voit, ces aliments qui sont de plus en plus
oubliées, qu'on les utilise beaucoup moins, donc notamment les haricots. Le problème, ça n'est pas forcément que les haricots, les gens n'en veulent plus, c'est simplement que les gens n'ont pas forcément de combustible de cuisine ou bien qu'ils n'ont pas confiance dans la qualité de l'eau. Et malheureusement, eh bien, c'est lié aux déficiences en matière d'infrastructures de cuisine. Et cela va engendrer des choix en matière de régime alimentaire et d'aliments cuisinés. Donc, pour les villes secondaires, nous avons également diligenté une enquête auprès des commerces alimentaires informels et informels pour voir quels étaient les produits les plus vendus. Et je crois que c'est assez parlant, que ce soit pour les commerces informels ou formels. Souvent, ils n'ont pas accès à une chaîne du froid. Il n'y a pas forcément de frigo dans leurs étals. Et donc, ils prennent des décisions sur la base du fait qu'ils n'ont pas accès à un réfrigérateur et donc ils vont stocker des aliments qui n'ont pas forcément besoin d'une chaîne du froid. Et donc, ça a un impact sur l'alimentation dans les espaces urbains notamment. Et ensuite, eh bien, voilà à quoi cela ressemble. Maintenant, on voit ce type de commerce avec à la fois des aliments frais, mais toute une gamme de snacks qui sont vendus sur le bord de la route notamment. Diapositive suivante, s'il vous plaît. J'aimerais simplement conclure ma présentation en disant que il y a une vraie relation entre les systèmes urbains et les systèmes alimentaires. Je crois que la gouvernance est la question clé pour mieux comprendre le rôle des infrastructures et des infrastructures adaptées pour offrir des services nutritionnels urbains adéquats. Il y a à l'heure actuelle une transition et de plus en plus les gens sont en train de migrer vers les villes. Et il faut comprendre les infrastructures et le développement des villes, comment elles sont façonnées pour les années à venir, non seulement dans les villes, mais cela va de toute façon façonner le développement de l'Afrique de manière générale. Nous avons besoin d'idées de développement et d'un cadre afin que cela façonne également les politiques alimentaires. Et je crois également que c'est un vrai défi. Il y a une urgence à l'heure africaine parce que la transition urbaine a cours, elle est déjà en cours et il faudra impérativement se concentrer sur ces aspects. Il faut faire une bonne planification urbaine, une bonne planification nutritionnelle. Diapositive suivante, voilà quelques ressources, quelques liens sur nos travaux et merci beaucoup de votre attention. J'ai hâte de la discussion un peu plus tard avec vous. Merci beaucoup, Gareth. C'était très intéressant. Je crois effectivement que certains de ces graphiques montrent bien qu'il y a à l'évidence une grande proportion des aliments vendus qui sont surtout liés, qui tournent autour des snacks, etc. Et je crois que il faudra des politiques et une bonne gouvernance afin de mettre en place des systèmes nutritionnels et des infrastructures qui soient adéquates pour une bonne santé de nos concitoyens. J'aimerais maintenant donner la parole à Merci Chikoko. Ce sera la prochaine intervenante avec un exemple direct de la manière dont les infrastructures sont connectées. Merci. À une connexion qui est un peu déficiente, mais je crois qu'elle est quand même parmi nous. Elle devrait l'être du moins. Normalement, elle devait être avec nous, mais j'ai comme l'impression qu'on l'a perdue là. Donc, je vais suggérer que nous passions à l'intervenant suivant. Et Merci prendra la parole à la fin si elle arrive à nous rejoindre par
Internet. Sinon, nous avons une vidéo de sa présentation que nous vous montrerons. Okay. D'accord, ça vous convient? Ryan, can you Ryan, screen again? And vous pourriez partager à nouveau votre écran et nous allons passer à Stella et Joyce from Tanzania. qui nous viennent tout droit de Tanzanie. Okay. Ryan, Parfait. quickly breeze through Mercy's presentation. Je pense que Ryan va devoir très rapidement passer les diapos de merci. From FAO Tanzania. Donc, nous avons Stella Kimambo et Joyce Kinobo avec nous. L'une est professeure de nutrition humaine à l'Université d'agriculture de Sokoine à Dar es Salaam. Et l'autre est spécialiste de la sécurité alimentaire de la nutrition FAO en Tanzanie. J'ai un petit souci d'Internet. Ah, Merci est à nouveau avec nous, donc peut-être qu'on pourrait repasser à sa présentation. Désolée, merci encore d'être parmi nous. Merci, nous vous entendons très bien. Allez-y, je vous en prie. Vous me voyez également? Oui, nous vous voyons. Parfait. Alors, merci beaucoup. C'est vrai que dès que ça a été mon tour, j'ai eu du mal à me connecter. Mais là, je suis plus sur mon ordinateur, je suis sur mon téléphone. Donc, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler sur le thème Nourrir nos villes. Je crois qu'on l'a dit, en Afrique, dans les villes, il y a une transition alimentaire ce qui a changé les habitudes alimentaires et a appauvri les régimes alimentaires. Je crois que cela a déjà été dit. Nous savons bien le lien entre la pauvreté et la sous-nutrition et les régimes alimentaires pauvres. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je suis désolée. Ah non, plutôt diapositive précédente, s'il vous plaît. Parfait. Donc, il faut des lignes directrices pour informer et autonomiser les populations africaines pour une meilleure alimentation. Pour une meilleure santé, et cela peut être fait via des recommandations alimentaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les recommandations alimentaires décrivent un régime alimentaire et ce à quoi ils doivent ressembler en fonction des pays, avec des messages clés et des conseils. Ici, vous voyez une carte avec l'état le nombre de pays qui ont développé des recommandations alimentaires. La FAO a soutenu 9 pays pour développer des FBDG, comme on les appelle, des recommandations alimentaires. Et nous allons continuer à travailler avec 2 autres pays pour qu'elles en mettent en place des recommandations alimentaires. Bon, alors, qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? Et qu'est-ce qu'un régime alimentaire sain? Au cours de mes diapositives à venir, les diapositives suivantes, vous allez voir ce que nous promouvons. Les recommandations alimentaires promeuvent des régimes alimentaires sains et durables sur la base d'une grande variété d'aliments peu traités, avec moins de boissons et moins d'aliments traités. Elle promeut les céréales, mais également les céréales complètes. Elles peuvent inclure différents aliments provenant d'animaux, donc la volaille, les œufs. Pour ce qui est de la viande rouge, eh bien, étant donné que c'est moins durable, nous recommandons
une petite quantité de viande rouge et nous recommandons de réduire les sucres, les aliments traités et les graisses, notamment les graisses saturées. Vous pouvez de toute façon vous référer au document FBDG, comme je l'ai montré un peu plus tôt lors de ma présentation. Diapositive suivante plutôt. Voilà, j'aimerais maintenant vous demander de vous concentrer sur les 3 aspects pour ces recommandations alimentaires et combien elles peuvent aider en matière de comportements alimentaires. La FAO aide à autonomiser les populations pour qu'elles prennent des décisions alimentaires qui soient plus saines. Nous recommandons des combinaisons alimentaires peu coûteuses, parce que nous le savons, le coût peut parfois avoir une influence sur les choix alimentaires des populations. La FAO essaie d'aider les populations et les pays à montrer l'exemple en recommandant des exemples de régimes alimentaires. Et je suis convaincue que vous avez vu parfois des messages qui sont parfois contradictoires, mais nous essayons d'aider les pays à harmoniser tout cela, à avoir un message qui soit plus cohérent. Nous travaillons notamment, et je crois que ça a déjà été mentionné par les 2 présentateurs précédents, parfois, eh bien, l'environnement alimentaire peut constituer un obstacle pour une alimentation saine, puisque l'on voit qu'il y a des restaurants ici et là, pas forcément sains, notamment près des écoles. Et il faut justement utiliser l'éducation et utiliser ces recommandations alimentaires pour concevoir les menus dans les cantines. Et à nouveau, on l'a déjà dit, l'environnement alimentaire peut avoir un vrai impact négatif parfois sur les comportements alimentaires. Et enfin, les politiques et les recommandations, nous le savons, il y a parfois des ressources financières limitées. On a eu un exemple très bon sur les haricots, le fait qu'ils sont bons pour la santé, mais à cause du coût lié aux infrastructures pour les cuire, eh bien, ils ne sont plus autant consommés que par le passé. Et il faut donc de meilleures recommandations alimentaires pour informer les consommateurs et des actions pour trouver une solution à l'obésité et aux mauvais comportements alimentaires. Et tout cela est également lié à l'accès à la nourriture. Il faut notamment des programmes et des politiques sur les systèmes alimentaires durables pour un meilleur accès à de la nourriture saine et pour améliorer les modes de vie. Nous ne serons en mesure de nourrir les villes que si nous avons des recommandations qui prennent en compte ces 3 aspects pour informer et autonomiser les consommateurs urbains. Il faut une meilleure planification urbaine et une meilleure politique et de programmes qui prennent en compte l'alimentation. Merci de votre attention. Je suis ravie d'avoir réussi à faire ma proposition malgré les coupures d'électricité. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que vous serez en mesure de rester connecté avec nous pour la session de questions et réponses. Je sais qu'il y a beaucoup de questions déjà. Moi, j'en ai en tête de toute façon et je suis convaincue que les participants en ont aussi pour vous. Donc, ces recommandations alimentaires sont un outil excellent pour aider à la réflexion sur la nutrition de manière assez générale. Et ce qui est intéressant dans la présentation de Mercy, c'est qu'elle a mentionné ces 3 aspects, ces 3 piliers. Et c'est vrai que l'environnement, etc. Et ça, c'était très intéressant.
Ce sont autant d'aspects qu'il faut prendre en compte. Nous allons donc maintenant passer la parole à Stella Kimambo et Joyce Kinobo. Donc, comme je l'ai dit, Stella est spécialiste de la sécurité alimentaire et de la nutrition à la FAO en Tanzanie, tandis que nous avons également Joyce, qui est elle, professeure de nutrition humaine à l'Université d'agriculture à Dar es Salaam. Bonjour, merci Paul. J'aimerais tout d'abord remercier les collègues parce qu'ils ont beaucoup contribué pour organiser cet événement, mais également les collègues qui ont mis en place le programme de l'agenda nutritionnel à FAO. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler du cadre de la FAO pour l'Urban Food Agenda. Et nous allons aujourd'hui en particulier nous concentrer sur les cadres et l'alimentation au niveau urbain, notamment dans la région de Dar es Salaam. Comme vous le voyez là sur cette diapositive, il y a des défis et des opportunités à saisir en matière d'urbanisation et d'alimentation. Pour ce qui est des défis, 60% de l'énergie primaire est utilisée dans les villes et 30% des émissions de gaz à effet de serre vient de la production et de la distribution alimentaire. 8%, comme vous le voyez, ou plutôt 80%, des gens qui vivent dans les villes sont exposés à une qualité de l'air qui dépasse les seuils de l'OMS. Il y a également beaucoup d'emplois qui vivent de l'alimentation à Dar es Salaam. Il y a une vraie croissance démographique, puisque nous étions 2,5 millions d'habitants en 2002 et 6,7 millions en 2019. Donc, vous le voyez, il s'agit d'une croissance démographique extrêmement rapide, 5,8% de croissance. C'est plus élevé que 2,7% des 2,7% que l'on voit dans le pays. Et nous sommes passés donc de 2,5 millions d'habitants en 2002 à 4,4 millions en 2012. Donc, en 10 ans, la population a doublé. Par conséquent, il y a de grands défis et les ODD nous aident. Et le programme urbain nous montre bien qu'il y a besoin de recommandations, mais il faut prendre en compte ces aspects. Le pacte de politique alimentaire de Milan nous montre bien que les approches alimentaires et les démarches alimentaires et les programmes alimentaires sont de plus en plus pris en compte dans la planification urbaine. Avant de se pencher sur le programme en lui-même, il est important de montrer que la FAO a soutenu des éléments liés à l'alimentation dans le cadre de la planification urbaine depuis des années. Ces dernières années, nous avons vraiment travaillé encore plus sur l'aspect alimentation avec 4 principes directeurs, comme vous le voyez dans ce document cadre. L'inclusion sociale, l'équité, la résilience, la durabilité et enfin les systèmes alimentaires. Ces principes comprennent du soutien, puisque le FAO aide les gouvernements à mettre en place des programmes alimentaires. Vous le voyez, il faut un environnement politique
favorable avec une gouvernance. L'autonomisation des institutions au niveau local et national est nécessaire. La deuxième approche est donc il faut donc un environnement favorable, mais il faut également mettre en œuvre les actions, par exemple la chaîne de valeur et la chaîne d'approvisionnement. Il y a également un autre axe sur lequel les gouvernements peuvent travailler et auquel la FAO les aide, à savoir les appels d'offres, mais également aider les entreprises de l'agroalimentaire avec des approches plus innovantes et durables. Et ça, c'est le cas numéro 3. Le cas numéro 5, la réduction et la meilleure gestion des déchets. C'est ce sur quoi nous travaillons à Dar es Salaam. L'aspect 6, donc, c'est cette réduction et la gestion des déchets grâce à une économie circulaire. Notre troisième approche, c'est de répliquer et de mettre à l'échelle les différents programmes. Nous voulons travailler sur les 5 programmes stratégiques de la FAO et inclure ces questions. J'ai maintenant l'honneur de demander à professeur Joyce Kinabo qui va se concentrer sur l'aspect numéro 5, donc l'intégration de l'aspect nutritionnel dans la planification urbaine. Joyce, vous avez la parole. Merci Stella. Donc, vous voyez cette diapositive. Il y a une évolution de la malnutrition en Afrique. Il y a eu de nombreuses mesures qui ont été mises en place afin de contrer cette évolution. Mais l'obésité chez l'adulte augmente dans le monde et on le voit dans les zones urbaines et dans les zones rurales. De manière égale. Par le passé, l'alimentation n'était pas considérée comme un sujet sur lequel il fallait travailler. Mais grâce à la FAO, eh bien, la Tanzanie a commencé à travailler sur l'alimentation et les comportements alimentaires, notamment dans les zones urbaines. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme je l'ai déjà dit, pourquoi, ou comme ça l'a déjà été dit plutôt, pourquoi se concentrer particulièrement sur les villes? Eh bien parce que la population est en croissance extrêmement rapide, notamment dans les zones urbaines. Je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai des soucis de connexion. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, Joyce, nous vous entendons. Allez-y, je vous en prie. Je le disais, il y a des défis auxquels les villes sont confrontées, notamment la croissance démographique. Il y a une mondialisation également qui touche différents domaines et la consommation a donc changé. Par ailleurs, ce que l'on voit dans de nombreuses villes, c'est qu'il y a des structures noires, rouges, mais très peu de structures vertes. 2,5 milliards de personnes se nourrissent de nourriture qu'elles achètent dans la rue, selon la FAO. Et c'est très lié aux pratiques alimentaires et à des pratiques alimentaires saines. L'accès à l'alimentation est donc
primordial. J'aimerais parler d'une étude qui a été diligentée à Dar es Salaam. C'est une étude descriptive afin de mieux comprendre le système et l'environnement alimentaire à Dar es Salaam et également les environnements et les espaces verts. Donc, nous avons fait une étude dans des zones très urbaines de Dar es Salaam pour mieux comprendre tout d'abord l'environnement alimentaire et le type de nourriture qui était vendue dans les différents magasins et les étals, mais également les comportements, attitudes des consommateurs ou même des membres d'un foyer eu égard à cette nourriture. Tout d'abord, il y a énormément de commerce alimentaire dans ces zones. 2006, un peu plus de 2600 commerces. La plupart étaient des supermarchés. Mais à vrai dire, il y a beaucoup de détaillants en... Pardon, est-ce que vous pourriez montrer la diapositive suivante, s'il vous plaît? Oui, bien entendu. Oui, pardon. Autant pour moi. Diapositive suivante. Merci. Donc, diapo suivante. Voilà. C'est exactement là que nous en sommes. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de faire une cartographie des différents commerces alimentaires pour savoir où ils étaient et quel était l'environnement éducatif, les espaces verts également. Diapo suivante ou précédente, s'il vous plaît. Celle d'avant, juste avant, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Donc, je disais juste qu'il y a beaucoup de commerces alimentaires et la plupart des gens vont sur les marchés alimentaires. C'est comme ça que les gens se fournissent en nourriture, mais également sur les étals et dans les commerces alimentaires. Et donc, les supermarchés sont quand même assez en minorité. On a beaucoup de commerces au détail. Et donc, dans ces étals de détaillants alimentaires, eh bien, il y a aussi beaucoup d'offres de snacks. Et donc, cela a un impact sur les comportements dans les zones urbaines, surtout. Il y a moins d'espaces verts dans les zones urbaines. Et vous voyez, on a réussi à cartographier ces espaces verts. Il y en avait 350. Ils sont utilisés en particulier pour des potagers, mais également des forêts urbaines et des zones de loisirs urbains. Mais il y avait une grande proportion de la population qui n'avait jamais mis les pieds dans ce type d'espace vert. Et donc, vous voyez quand même que ces espaces verts sont surtout dans les espaces périurbains. Et la plupart de ces zones, de ces espaces verts, eh bien, sont plus marrons que verts. Et donc, on les utilise surtout pour les loisirs, pour le potager. Donc, voici les défis auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle à Dar es Salaam. Tout d'abord, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les défis principaux tournent autour de la gouvernance, en tout cas à Dar es Salaam.
Il n'y a pas vraiment de coordination et d'intégration des différents acteurs. Le secteur alimentaire et le secteur agricole ne sont pas très en lien. Il y a peu de coordination en matière de ce qui doit être fait en termes de politique alimentaire. Par ailleurs, l'environnement et les systèmes alimentaires ne sont pas assez définis et pas assez bien compris. Il faut que tous les acteurs comprennent ce que cela signifie et quel est leur rôle pour qu'ils puissent contribuer à un meilleur système alimentaire. Par ailleurs, il y a parfois des espaces verts ou des commerces alimentaires, mais la police ne se penche pas sur cela. Et donc, il y a des zones commerciales, résidentielles, et au final, eh bien, les réglementations ne sont pas assez appliquées. Par ailleurs, nous n'avons pas assez d'instruments pour nous assurer que ce qui est planifié dans le cadre de la planification urbaine, tout cela n'est pas assez appliqué. Par ailleurs, la qualité des aliments vendus dans les marchés, mais également dans les commerces alimentaires, n'est pas au rendez-vous. Nous devons nous assurer que cette nourriture qui est accessible, soit aussi nutritive que possible. Une fois qu'elle soit accessible, mais également nutritive. J'ai déjà parlé également de l'exposition accrue des consommateurs à de la nourriture extrêmement traitée et retraitée, donc industrielle, notamment les enfants. Stella, please conclude in the next 1 or so minutes. Thank you. Thank you. Nous allons vous demander de conclure bientôt. Oui, j'aimerais parler de certaines activités qui ont été mises en œuvre à Dar es Salaam via un projet alimentaire qui se concentrait en Tanzanie sur les vendeurs ambulants dans les rues. Diapo suivante. L'objectif principal, c'était de se concentrer notamment sur l'équilibre alimentaire pour soutenir également les vendeurs ambulants. Nous les avons aidés à créer des brochures, des vidéos, des clips. Mais ce qui était intéressant, c'est que nous avons une plateforme numérique de gestion avec des idées alimentaires, des menus proposés, recommandés pour les vendeurs ambulants. Et donc, cela nous aide à améliorer la variété des aliments proposés dans les commerces. Et grâce à ce système, eh bien, nous pouvons faire des recommandations aux vendeurs ambulants. Diapositive suivante. Dans le cadre de ce projet, nous avons mis en œuvre des mesures incitatives. Grâce à ce système, eh bien, si ils mettent en place des menus et une offre alimentaire diversifiée, eh bien, ils peuvent avoir accès à des outils, des ustensiles de cuisine gratuitement. Cela fait partie des mesures incitatives que nous avons mises en place. Maintenant, j'aimerais demander à Joyce de parler des recommandations. Vous avez la parole. Oui, très rapidement sur les recommandations. Je crois que certaines ont déjà été mentionnées, notamment l'aspect du renforcement des mécanismes de gouvernance locaux pour améliorer les environnements alimentaires et la nécessité d'espaces verts pour un avenir durable où la nourriture serait accessible, nutritionnelle et saine pour toutes et tous. Par ailleurs, nous l'avons vu en Tanzanie, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'il y ait un dispensaire, il faut qu'il y ait une école dans chaque quartier, mais
il faut également que maintenant, on s'assure que dans chaque quartier, il y a un marché de produits frais avec des légumes et des fruits. Et si nous faisons ça, eh bien, la nécessité d'avoir un hôpital et d'avoir des dispensaires de santé dans tous les quartiers va probablement baisser et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à l'avenir. Par ailleurs, il y a également un besoin de sensibilisation plutôt, puisque quand on fait de la planification urbaine, il faut faire des campagnes de sensibilisation pour que les gens comprennent les défis afin que les villes, les conseils municipaux incluent ces problématiques dans leur planification urbaine. Diapo suivante. Asante Nesala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stella et Joyce, merci beaucoup de cette présentation sur Dar es Salaam. Je crois qu'il y a des gens qui seraient de mettre en place ce type de programme en Zambie et j'espère que nous allons pouvoir avoir une discussion à ce sujet un peu plus approfondie. Et maintenant, nous allons passer à notre dernier intervenant, Paul Opio. Il va nous parler de ce qui est fait à Kisumu au Kenya pour les chercheurs à la plateforme d'interaction locale de Kisumu. Paul, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais simplement prendre quelques minutes de votre temps afin de parler de l'environnement alimentaire urbain à Kisumu. Et je vais notamment m'appuyer sur un travail que nous avons fait dans le cadre de 2 projets en partenariat avec ICLEI, Consuming Urban, ou plutôt avec Consuming Urban Policy Project et l'African Center for Cities. À Kisumu, vous pouvez le voir, au fond là, il y a une publicité qui fait la publicité. Il y a marqué Chakula. Chakusimu. Donc, ça veut dire nourriture nourriture revigorante. C'est du Swahili. Et donc, il y a des publicités pour de la nourriture plus saine que l'on voit à l'heure actuelle. Donc là, ce sont des nouilles. Et l'environnement alimentaire à Kisumu est structuré de telle manière qu'il y a beaucoup de commerces informels. La nourriture industrielle est de plus en plus prisée. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais vous parler de Kisumu en tant que tel. Il s'agit de la 3e plus grande ville du Kenya avec environ 500 000 habitants. La population est en croissance rapide. Elle est principalement jeune. Pour ce qui est de l'emploi, on a un fort taux de chômage. Selon l'étude que nous avons diligentée en 2016, 31% des membres des foyers âgés de 20 ans ou plus étaient en situation de chômage. Donc, on a beaucoup de secteurs informels. Plus de 60% de la population vit dans des quartiers informels. Donc, sans infrastructure urbaine. Par ailleurs, les besoins nutritionnels quotidiens des habitants
sont assouvis via des vendeurs informels qui sont souvent illégaux et donc en conflit avec les autorités locales, les autorités municipales. Diapositive suivante. Maintenant, si l'on se penche sur je ne vais pas m'attarder sur l'aspect technique de la nutrition, mais surtout sur la sécurité alimentaire. Et nous avons mesuré l'insécurité, le HFIAP, donc l'insécurité alimentaire dans les foyers, avec la méthode HFIAP. Et donc, les résultats sont ceux que vous voyez à l'écran, avec 20% des foyers qui se déclarent en situation d'insécurité alimentaire. Pour ce qui est de la variété de l'alimentation, eh bien, on se rend compte que quasiment 86% des foyers qui faisaient partie de l'étude ont un score de diversité alimentaire de 6 ou moins. Donc, il y a une augmentation de la consommation d'aliments industriels et de street food, comme on l'appelle, notamment à cause de la publicité. Voilà les défis principaux auxquels nous sommes confrontés, à savoir que les commerces alimentaires ont des pratiques de stockage qui ne sont pas forcément basées sur l'envie de vendre des produits sains, mais plutôt qui est basée sur la demande des consommateurs. Et la demande des consommateurs, elle, est plutôt basée sur l'abordabilité, si les produits sont abordables, s'ils ne sont pas trop chers et à quel point ils sont pratiques à manger. Et donc, c'est ça qui va motiver les choix alimentaires des consommateurs. Par ailleurs, il y a une plus grande vulnérabilité des populations urbaines pauvres, notamment parce qu'il y a des maladies transmissibles, notamment avec la COVID-19, bien entendu. Donc, ils sont d'autant plus vulnérables. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans la gestion de la ville. Il n'y a pas assez d'infrastructures et cela a un impact néfaste sur les comportements alimentaires des gens. Alors, pour ce qui est des infrastructures, c'est également quelque chose qui a un impact sur l'accès à une alimentation saine, puisque la plupart des commerces alimentaires nous ont dit qu'ils stockaient de la nourriture parce qu'il y a des coûts liés au stockage et des coûts liés à la logistique lorsque il s'agit de produits frais. C'est la raison pour laquelle ils ont tendance à se reporter sur de la nourriture industrielle souvent. Enfin, il y a eu des efforts qui ont été faits par les gouvernements, mais également par des institutions et associations afin d'améliorer la nutrition, la nutrition des habitants. Le gouvernement s'est notamment concentré sur la question de l'éducation à la nutrition chez les enfants. Cependant, nous pensons qu'il y a plus à prendre en compte, qui sont tout aussi importants
que l'éducation à la nutrition, à savoir le fait qu'il faut investir dans des infrastructures urbaines afin que toutes les populations aient accès à une nourriture saine. Par ailleurs, il y a eu des investissements importants également pour promouvoir la consommation de fruits et légumes et pour baisser le prix de ces aliments, mais également pour améliorer l'accès de ces aliments à la population. Et donc, la ville et le gouvernement essayent de rendre ces aliments plus abordables. Bien entendu, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et il y a également eu des tentatives d'amener des marchés dans certaines régions et certains quartiers où il n'y avait pas forcément de marché de nourriture fraîche, mais ça n'a pas toujours marché. À l'heure actuelle, la ville de Kisumu est quand même en train de mettre en place un processus pour développer un plan de l'espace urbain pour les zones périurbaines de la ville, avec une utilisation des terres combinées pour une meilleure proposition alimentaire pour les gens qui vivent dans des quartiers informels en transition, pour qu'il y ait à la fois des bâtiments résidentiels, mais également des bâtiments commerciaux pour soutenir les commerces alimentaires et développer le nombre de magasins où l'on vend de la nourriture qui soit en conformité avec les normes de sécurité et d'hygiène dans des zones résidentielles, mais également le long des grands axes routiers. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce qui se fait à Kisumu. J'aimerais maintenant demander à tous les orateurs d'allumer leur caméra, puisque nous allons passer à la session de discussion. J'aimerais demander aux participants de faire en sorte que ce soit une session aussi interactive que possible. Si vous pouviez utiliser la fonction « Lever la main » sur Zoom, ce serait formidable. Vous pouvez le faire via la barre de tâches de participants de Zoom. Vous pouvez utiliser la fonction « Lever la main ». Super, première question, c'était rapide. Oui? J'aimerais à nouveau demander aux membres du panel d'activer leur vidéo. Salut, je vous en prie, allez-y si vous avez une question. Allô? Bonjour. Bonjour tout le monde. Allez-y, je vous en prie. Voilà, merci beaucoup d'abord de l'exposé, des différents exposés. Et je remercie aussi les exposants qui ont vraiment été clairs dans leurs exposés. Donc moi, je suis au Sénégal, plus précisément dans la commune de Salémata, dans la région de Kédougou. Donc, comme qu'au Sénégal, l'agriculture n'est pas une compétence transférée, depuis le webinaire de l'autre fois, je vais voulu poser une question. Comment les communes peuvent développer des stratégies pour vraiment assurer la sécurité alimentaire? Merci, c'est ma question.
Thanks, Salil. Who would you like to answer? Merci, salut. À qui s'adresse cette question en particulier? J'ai pas d'intervenant précis hein, parce que les qui là sont en anglais. Bon, j'ai pas d'intervenant de conférencier précis. I'd like to suggest. Très bien, alors je vais peut-être suggérer que merci répondre à cette question, qui est d'ailleurs très en lien avec une autre question qui a été posée par un autre participant sur à quel degré les recommandations alimentaires peuvent améliorer la production alimentaire. Peut-être que Gareth pourra notamment répondre à cette question. Merci, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Je vous Il y a entends. un problème de connexion. Je vous entends. Merci. Did you hear the question? Je vous entends. Hein. Merci. Avez-vous entendu la question? Je crois qu'on reviendra vers vous, merci, un peu plus tard. Gareth, est-ce que vous pourriez parler de la sécurité alimentaire et comment les villes peuvent améliorer la sécurité alimentaire et en améliorant les infrastructures dans les villes? Oui, je crois que pour moi, l'élément clé sur la sécurité alimentaire est la suivante. On croit que les supermarchés sont les meilleurs moyens pour avoir accès à la nourriture sûre. Et on a tendance à diaboliser un peu les secteurs informels. Alors, je crois qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière. Il faut mieux comprendre les systèmes et avoir un système plus diversifié. Et il faut se poser la question suivante, comment est-ce qu'on peut gérer tout cela? S'il y a un besoin de bâtiments, souvent les marchés sont pris d'assaut. C'est pour ça qu'il y a une question de gestion. Il ne faut pas abdiquer, il faut se concentrer sur une meilleure compréhension des secteurs formels et informels. Je crois que vraiment la clé, c'est de comprendre la manière dont s'articulent les différents acteurs. Merci beaucoup de ce commentaire. On va attendre que Merci réponde à cette question maintenant. Shiza a également levé la main. Hi, can you hear me? Bonjour, vous m'entendez? Okay, thanks. Oui, allez-y. Thank you very much to the Merci beaucoup. Tyson and the rest of the presenters, including Merci à Joyce, tout le monde. Merci à Joyce notamment, avec qui je suis amie, professeur Joyce. Investor Sokoina. My Merci. question is related to Ma question aborde la question de Nessa's presentation. She had indicated people's behavior in the du comportement guidelines as one of the components alimentaire dans le cadre des recommandations alimentaires. dietary guidelines. Now, in the foods for the city or the Pour ce African qui est city foods, de l'African City Food Month, objectives in one of the research y a-t-il des objectifs clairs ou des groupes de recherche qui se concentrent sur les comportements alimentaires? Parce qu'il y a certains aliments necessarily expensive even qui ne sont pas forcément chers, même dans les villes. but Simplement, people just opt to les gens tendent à these energy dense foods. So the question is, are you also addressing this acheter de la nourriture industrielle. Est-ce que vous avez des données, des recherches sur ce sujet, sur les comportements, pour vraiment trouver les bonnes stratégies afin de solutionner le problème des comportements alimentaires et pour mieux comprendre les choix alimentaires des citoyens? problems towards how we eat? Parce que je crois que vraiment l'un des problèmes, c'est la manière dont nous nous nourrissons et les comportements alimentaires. Merci. Who would you like to direct that question to? Merci. À qui s'adresse cette question? Either Dr. Garrett or Docteur Garrett ou professeur Kinabo? Dr. Kinabo, would you? Professeur Kinabo, est-ce que vous aimeriez répondre? Yes, I think you have raised
Oui, je crois que c'est une question très pertinente. Je suis en français ou en anglais? Est-ce que vous m'entendez? You have raised a very important issue here. C'est une question très pertinente. La psychologie liée aux comportements alimentaires, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Dans cette étude, nous avons essayé de comprendre les attitudes et la perception de tel ou tel centre commercial, pourquoi les gens vont dans tel magasin, pourquoi ils achètent tel ou tel aliment. Et c'est très compliqué de comprendre ce type de comportement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous devons impérativement nous concentrer pour une meilleure planification afin de comprendre la psychologie des consommateurs, en particulier pour certains articles alimentaires. Certains pensent que ça n'est pas un problème, mais quand on achète de la nourriture, il y a beaucoup de réflexion dans ce processus pour s'assurer que tout le monde ait accès à assez de nourriture qui soit nutritionnelle. Donc, au final, il faut que l'on puisse autonomiser les gens pour qu'ils aient accès à autant d'informations que possible pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle. Et les générations ont changé. Donc, il faut autonomiser non seulement les générations plus anciennes, mais également, c'est eux qui vont nous aider à autonomiser les générations les plus jeunes, puisque ce sont les générations plus anciennes qui présentent l'alimentation aux plus jeunes. Oui, j'aime le terme psychologie alimentaire. C'est vrai que c'est un aspect très, très intéressant. Merci beaucoup. Il y avait une autre question? Please proceed. Allez-y, je vous en prie. No, please continue. Continue, please. I was having a network issue trying to connect. J'ai des problèmes avec ma connexion, j'ai du mal à me connecter. Désolée, j'avais perdu la connexion. Je crois qu'il y avait une question en français. Est-ce que quelqu'un y a répondu? Oui, quelqu'un y a répondu. Mais nous reviendrons vers vous dans un instant avec une question. Paul Opio, vous aviez parlé d'une action que vous aviez mise en place, une mesure pour rendre la nourriture, les légumes et les fruits plus abordables. Au niveau local, le gouvernement, comment s'est-il pris afin de réduire, de baisser les prix de ce type d'aliments? Alors, c'est vrai, j'en ai parlé. Il y a des associations notamment qui se concentrent sur des actions locales pour réduire le nombre d'acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, du point de vue du gouvernement, je crois qu'il y a certaines mesures qui peuvent fonctionner. Par exemple, il faut des bâtiments pour accueillir les marchés, pour améliorer l'accès à l'alimentation et à une alimentation nutritive. Sinon, nous le savons, c'est un défi. Nous avons parlé du coût de la nourriture et notamment de la nourriture des aliments frais. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel nous devons nous attaquer impérativement. Je vous remercie beaucoup. Oui, est-ce que je peux poser une question sur la présentation de Paul? Alors, vous l'avez dit, les gens ont tendance à acheter de la nourriture industrielle parce que les aliments frais sont plus chers.
est-ce que nous devrions envisager une taxe pour ces aliments industriels ou bien penser à des aides gouvernementales pour un meilleur accès ou alors pour, au contraire, faire en sorte que les gens se détournent de ce genre d'aliments industriels. Parce que nous sommes en train de perdre beaucoup de gens qui consomment à outrance des aliments industrialisés. Alors, je crois que pour ce qui, je crois vraiment en les mesures incitatives. Pour inciter les gens à se nourrir, à mieux se nourrir, notamment avec des exemptions, des exonérations fiscales plutôt. Les gouvernements, par exemple, ont tendance à facturer pour les marchés, les espaces de marché, mais je crois que s'il s'agissait de nourriture, d'aliments frais qui étaient vendus, eh bien, le gouvernement pourrait faire un geste. Bien entendu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les interventions et les mesures qui ont été mises en œuvre ont été faites pour améliorer la production dans certaines zones, notamment sur l'agriculture. Il faut améliorer l'accès, mais pour qui? Il y a des gens qui ont des jardins et qui peuvent faire de l'agriculture urbaine, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je crois vraiment que les mesures incitatives pour les commerces alimentaires peuvent aider. Bien entendu, on a parlé également des infrastructures et c'est vrai que c'est un aspect prépondérant. Merci, Paul. Je crois que c'est un rôle que nous essayons d'endosser, d'essayer les gens d'aller au-delà des politiques, faire en sorte que les marchés soient sûrs et accessibles. Mais l'un des leviers qui ont été abordés notamment par Joyce, c'est la manière dont, à Dar es Salaam notamment, eh bien, les gens se saisissent des espaces verts dans les zones urbaines afin de produire leur propre nourriture. Est-ce que vous pourriez en parler? Par ailleurs, les prototypes de kiosques, vous avez parlé de prototypes. Est-ce que vous pourriez en parler et nous donner des détails? Oui, merci beaucoup de cette question. Pour ce qui est des prototypes pour les vendeurs ambulants, c'est parce que souvent, ils n'ont pas un emplacement permanent. Et donc, nous avons fait en sorte, grâce à ce prototype, d'inciter les gens et de les inciter à améliorer la sûreté et la sécurité et l'hygiène des aliments. Par ailleurs, pour les espaces verts, eh bien, nous avons commencé à faire une cartographie des commerces alimentaires dans les espaces verts et ensuite, nous avons mis en place des mesures afin de voir, sur la base de ces résultats, des résultats de l'étude qui a été diligentée l'année dernière. Peut-être que le professeur Conado pourra ajouter à ce que je dis, mais à la FAO, nous avons mis en œuvre des mesures pour ramener la nourriture dans les zones vertes avec des bâtiments de marché. Professeur Kenado pourra peut-être ajouter à ce que je viens de dire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter, simplement. Ce que j'aimerais dire, c'est que pendant le retour d'expérience que nous avons fait avec les gouvernements locaux,
nous nous sommes rendus compte que clairement, il fallait une intégration et une implication de tous les acteurs. Mais qu'il était important aussi que les gouvernements locaux voient comment les choses peuvent bouger. Donc, il faut, et c'est ce que nous avons fait, nous faisons une étude descriptive pour montrer aux gouvernements locaux comment ils peuvent intégrer les marchés alimentaires et les connecter aux zones et aux espaces verts. Les espaces verts sont utilisés pour la production de légumes. Donc, les légumes qui sont produits dans les zones, dans les espaces verts, dans les zones périurbaines, sont souvent vendus dans les marchés. Mais ça n'est pas formel, ça n'est pas formalisé, ça n'est pas officiel. Ça, c'est quelque chose qui est assez marginal. Ça n'est pas quelque chose que l'on voit partout. C'est quelque chose que l'on voit qui arrive parce que les gens sont créatifs et qu'ils ont descendu d'utiliser les espaces qui sont disponibles dans les zones urbaines. Mais ce que nous recommandons dans notre rapport, c'est que nous voulons voir plus de zones, d'espaces verts avec plus d'arbres, non seulement des arbres verts, mais également des arbres fruitiers plantés le long des rues. Ainsi, ça améliorera l'accès à la nourriture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais revenir à cet aspect de nature. Gareth, quel est le rôle des mesures basées sur la nature dans le cadre de l'amélioration des infrastructures? J'allais vous poser la question sur la disponibilité des terres, mais, et notamment dans les zones urbaines et périurbaines, mais n'hésitez pas à répondre. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a urgence, notamment dans nos pays, à impérativement trouver une solution à cet espace pour faire de l'agriculture dans les zones urbaines. Et donc, il y a des terres qui sont disponibles, notamment dans les zones périurbaines, comme cela a été mentionné, et ça peut être utilisé. Mais malheureusement, c'est souvent cette terre, elle est utilisée parfois pour étendre l'espace urbain. Et je crois qu'il faut une meilleure planification des terres et des territoires. Nous le savons que c'est essentiel. Il y a un vrai potentiel des terres pour l'agriculture. Et là, je parle du cas de la ville du Cap et pour de nombreuses villes. L'agriculture urbaine n'est pas une option, notamment quand il y a une sécheresse telle que celle que nous vivons souvent. Donc, je crois que cela appelle à une meilleure compréhension des systèmes alimentaires au sein des villes. Et je crois que ça se rapporte à de nombreuses questions, notamment la gestion des terres, etc. Et j'en ai un peu parlé dans ma présentation. Je crois que ça va bien au-delà de la nourriture dans les zones urbaines. Ça dépend des types de villes. Il y a tellement d'aspects à prendre en compte. Merci beaucoup. Merci. Je vais me tourner vers vous. Je crois que les trois dimensions des changements des comportements, notamment l'environnement et les politiques alimentaires, sont très intéressantes. J'aimerais qu'elle aborde notamment en détail le rôle des gouvernements locaux dans la planification alimentaire. Et ce qui peut être fait en matière de politique pour améliorer les politiques alimentaires et rendre l'environnement alimentaire plus favorable. Alors, merci. Pour ce qui est de l'environnement et des politiques, il faut un soutien. Il y a des espaces dans les villes
où malheureusement, eh bien, l'agriculture urbaine n'est pas permise à cause de réglementations dans les villes. Il y a des gens qui aimeraient faire pousser de la nourriture, mais ils ne peuvent pas le faire. Et donc, il faut se pencher sur cette réglementation et voir si peut-être ces réglementations sont de nature à promouvoir les systèmes alimentaires. Et je crois que dans de nombreuses villes africaines à l'heure actuelle, il y a une transition des régimes alimentaires. De nombreux pays africains voient fleurir les restaurants, les fast-foods, notamment dans les villes. Et je crois qu'en ce sens, le pacte de la politique alimentaire de Milan est très utile pour soutenir les politiques alimentaires des villes et pour soutenir également les consommateurs avec des recommandations et des lignes directrices. Donc, je crois que il faut que les villes se soutiennent les unes les autres. Il y a eu l'exemple de ce que Gareth a dit. Il y a des villes qui ont mis en place de bonnes mesures et elles devraient être en mesure de partager ces mesures qui ont bien réussi et on devrait pouvoir les répliquer dans nos villes. Merci beaucoup, Ryan. Au-delà du soutien en matière de politique que vous fournissez à Mombasa, notamment auprès des jeunes, vous travaillez, mais qu'est-ce que vous faites notamment dans les quartiers non officiels et les bidonvilles? Donc, merci. Peut-être que vous pourriez parler de ce qui est fait dans les quartiers informels et notamment les bidonvilles. Et ensuite, Paul pourra prendre la parole. Alors, je crois que cette question, elle est très pertinente sur le soutien des systèmes alimentaires. Je crois que ce que la FAO fait, je ne veux pas parler au nom de la Tanzanie. Stella sera probablement la meilleure personne pour vous donner l'exemple de la manière dont nous soutenons les bidonvilles urbains et comment nous essayons de collecter des données, notamment sur les comportements alimentaires. Alors, pour ce qui est des données alimentaires, nous sommes en train de créer des messages qui vont soutenir la consommation et promouvoir la consommation de nourriture saine et que nous allons publier et dans différents médias. Et parce que nous n'avons pas terminé les lignes directrices et ces recommandations, eh bien, il est difficile pour nous de dire à quel point cela est utile et efficace. Mais nous avons d'ores et déjà conçu des messages qui abordent les différentes étapes du cycle de vie des aliments et de l'alimentation pour soutenir l'alimentation dans les différents quartiers des villes. Alors, à Kisumu, je ne sais pas pour ce qui est pour Mombasa, mais c'est vrai qu'à Kisumu, nous avons des quartiers informels. Et on voit que des gens commencent à essayer de faire pousser de la nourriture sur des petits balcons. Cependant, à Kisumu, selon nos recherches, nous nous sommes rendus compte que il y a des restrictions. Notamment, l'un des problèmes est la sécurité, puisque quand les gens essayent de faire de la sécurité alimentaire, eh bien, ou plutôt de l'agriculture urbaine, eh bien, les gens volent cette nourriture.
Par ailleurs, il y a des problèmes liés à l'hygiène avec cette agriculture urbaine. Et donc, c'est vrai que nous essayons d'aider les secteurs les plus informels, mais c'est une question qui est différente. Comme Gareth l'a dit, il y a, il y a, il y a de l'agriculture urbaine dans la ville. Mais je crois que pour moi, le problème est lié au système de marché. Pour améliorer l'accès, non seulement au niveau de la production, mais également du commerce. J'aimerais d'ailleurs parler de ce qui se passe avec la COVID-19 à l'heure actuelle. Eh bien, il y a des gens qui... Il y a des grandes inégalités dans les villes. La nourriture est souvent plus élevée dans les supermarchés. Le prix de la nourriture est souvent plus élevé. Et pendant la pandémie, Thank you very much to our eh speakers. bien, il y a des marchés, des supermarchés qui ont été fermés et donc cela a réduit l'accès et augmenté les prix et cela a augmenté la vulnérabilité des gens. Merci beaucoup. C'est vrai, je comprends que l'agriculture urbaine ne sera pas les réponses aux problèmes de sécurité alimentaire. C'est vrai que nous avons tendance à y revenir, mais parce que c'est assez intéressant et que c'est innovant, mais et vous avez raison, c'est vrai que c'est quelque chose par rapport auquel nous devons prendre du recul. Nous allons devoir conclure ce webinaire. J'aimerais maintenant remercier tous nos orateurs et tous les participants, notamment pour leurs questions très directes et intéressantes. J'aimerais notamment vous attirer votre attention sur le Cape Town Food Dialogue qui sera organisé du 27 juillet au 14 août. Donc, un événement au cours duquel nous allons parler de politiques alimentaires pour les années à venir. Dans le cadre de l'African City Food Month, à l'heure actuelle, cette semaine, il s'agit de la semaine sur l'alimentation et la semaine prochaine, le thème de notre webinaire sera l'alimentation et l'économie circulaire. La semaine suivante, comment les petites entreprises dirigées par des jeunes et des femmes peuvent-elles améliorer nos systèmes alimentaires locaux? Et enfin, l'avenir de nos systèmes alimentaires. Nous pensions qu'il serait intéressant de terminer ce webinaire sur une note un peu différente. Nous sommes un tout petit peu au-delà du temps imparti. Mais nous avons beaucoup parlé des légumes autochtones et en particulier à quel point ils peuvent être utiles dans les villes et à quel point la nourriture était un élément traditionnel et qui en dit beaucoup sur les cultures des populations. J'aimerais notamment partager une œuvre qui a été faite par l'une de nos collègues dans le cadre d'une initiative sur l'alimentation autochtone. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail à la fin de cette vidéo.